Bienvenue à The Debate, le dissident. Aujourd'hui, on se penche sur un texte qui aborde le désir euh, d'une manière assez fascinante. Pas comme une simple envie, quoi, mais vraiment comme un véritable langage codé de notre psyché. Exactement. Et ça nous amène directement à la question qui va structurer notre échange. Ce langage est-il un guide fiable? Est-ce que le désir est au fond une sorte de boussole intérieure qui nous mène vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, vers une forme d'unité? Hmm. Ou est-ce que cette vision n'est pas un peu trop romantique? Le désir pourrait tout aussi bien être une force bien plus trouble, une source d'illusions tenaces qui au final ne nous mène pas forcément vers la complétude, mais parfois simplement droit dans un mur. Je vais défendre la première position. Pour moi, le texte nous invite vraiment à voir le désir comme une orientation, un appel de notre inconscient qui cherche à nous rendre plus entières, plus complètes. Le dissident, eh bien, je soutiendrai que cette interprétation, bien que très séduisante, c'est vrai, simplifie une dynamique beaucoup plus complexe et souvent chaotique. Une dynamique dont l'issue, justement, n'est jamais garantie. Alors pour moi, l'idée fondamentale du texte, et elle est incroyablement puissante, c'est que nos désirs ne sont jamais anodins. Jamais. Ils ne sont pas superficiels. Le texte le dit très bien. En réalité, tu ne recherches ni une personne, ni un endroit, ni un objet. Tu recherches la part de toi que ces éléments réveillent. C'est une perspective qui change tout. Chaque envie, même la plus triviale, devient un miroir pointé vers notre monde intérieur. Ce que nous convoitons avec le plus d'ardeur, que ce soit une personne, un statut ou une expérience, révèle en fait une facette de nous-mêmes que nous avons mise de côté, refoulée. C'est ce que la psychologie jungienne appelle l'ombre. Dans cette optique, l'attirance n'est plus un hasard. C'est une tentative de la psyché de réunir ce qu'elle a séparé pour survivre ou pour s'adapter. On le voit dans le langage courant, avec des expressions comme ⁇ il me complète ⁇ Le texte suggère que derrière ça se cache une vérité plus profonde. Il me reconnecte à une partie de moi que j'ai perdue. Nous projetons donc à l'extérieur ce que nous n'avons pas encore intégré. Du coup, le but du désir n'est pas la possession qui, comme le souligne le texte, n'offre qu'une paix très brève, mais l'exploration. Le désir est un chemin, pas une destination. C'est un appel à l'éveil, un véritable guide intérieur. Le dissident. C'est une vision très séduisante, je l'admets. L'idée d'un sens caché derrière nos élans est très belle, mais la qualifier systématiquement de guide vers l'unité, ça me semble réducteur, voire dangereux. Je suis d'accord avec l'image du miroir, mais la nature de l'image renvoyée est au cœur de notre désaccord. Affirmer que le désir n'a pas été conçu pour la possession, mais pour l'exploration, c'est une interprétation purement psychologique, presque spirituelle. Elle fait l'impasse sur des dimensions beaucoup plus terre-à-terre, la biologie, le social. Le désir est aussi, et peut-être même d'abord, une pulsion d'acquisition, de sécurité, de statut. Et ce fameux cycle de l'insatisfaction, obtenir ce qu'on veut puis désirer autre chose, ce n'est pas forcément la preuve que la compréhension n'a pas encore émergé, comme l'affirme le texte. C'est peut-être simplement la nature même du désir, une machine à avancer, une poursuite sans fin, pas un chemin pédagogique vers la complétude. D'ailleurs, voir le désir comme un maître, ça peut être problématique. C'est le meilleur moyen de légitimer des schémas destructeurs. On peut très bien se dire: ah, si je suis attiré par cette situation toxique, c'est qu'elle a quelque chose à m'apprendre. La frontière entre un message profond de l'inconscient et une simple compulsion névrotique est, dans la vie réelle, extrêmement floue. Mais un guide n'est pas forcément quelqu'un qui vous prend par la main sur un chemin facile. Parfois, il vous pousse dans le ravin pour vous apprendre à voler. Et le texte répond directement à votre objection sur les schémas destructeurs. Pensez à cette question que tant de gens se posent. Pourquoi est-ce que je tombe toujours sur ce type de personne? Le texte suggère que ce n'est pas de la malchance, c'est la psyché qui frappe à la porte de plus en plus fort, qui insiste pour être reconnue. Chaque répétition est une tentative plus pressante de l'inconscient de faire passer un message à la conscience. Ce n'est pas une fatalité, c'est un message en lettres capitales. Et l'échec de la satisfaction durable, cette paix si brève une fois l'objet obtenu, prouve justement que l'objet n'était qu'une porte d'entrée, comme le dit le texte. Le désir n'est donc pas une punition, mais bien une orientation. Il nous force à changer de question. Non pas comment obtenir ce que je veux, mais pourquoi est-ce que je le veux si désespérément. La finalité, c'est la révélation. Le dissident. Oui, mais cette interprétation attribue une intentionnalité presque mystique à la psyché, comme si c'était une entité bienveillante qui nous guidait toujours vers notre plus grand bien. Or, l'inconscient n'est pas toujours notre ami. Si, comme le dit Jung, et le texte le cite,
Tant que l'inconscient reste inconscient, il dirige ta vie et tu appelles cela le destin, alors ce destin peut être tragique. Le désir peut tout aussi bien être le moteur d'une névrose que celui d'une individuation. Il peut nous enfermer dans une répétition infernale. Interpréter chaque échec, chaque douleur comme une leçon nécessaire est une rationalisation a posteriori. C'est une façon de donner un sens à la souffrance, ce qui est humain, d'accord, mais ce n'est pas forcément la vérité. Dans l'instant, le désir peut simplement nous égarer, nous faire perdre des années, nous détruire. Rien ne garantit que le symbole que nous suivons est un guide vers la vérité plutôt qu'une illusion particulièrement tenace. Je comprends votre crainte que le désir nous égare, mais peut-être que le problème n'est pas le désir lui-même, mais la façon dont on l'interprète au début. Et c'est justement ce que le texte aborde quand il parle de l'attirance comme d'une projection. Le texte ne nie pas la douleur, au contraire, il ne s'agit pas d'une guidance confortable. Ce qui nous amène à la nature de l'attirance. Pour le texte, ce que nous voyons dans l'autre est d'abord une projection de nous-mêmes. Il dit « ce que tu envies chez l'autre est peut-être ce que tu es appelé à développer ». Ou cette phrase que je trouve magnifique, on tombe amoureux de la version de nous-mêmes qui émerge à son contact. Le désir est donc présenté comme un retour à soi. L'autre personne devient un catalyseur, un miroir précieux qui nous montre ce que nous pourrions devenir, la part de nous qui demande à naître. Le dissident, mais c'est là que, pour moi, le bas blesse vraiment. Cette perspective est profondément centrée sur le soi, au risque de devenir complètement solipsiste. C'est-à-dire de nous enfermer dans l'idée que seul notre monde intérieur compte et que l'autre n'est finalement qu'un personnage secondaire dans notre propre pièce de théâtre. Vous ne voyez pas le risque ici? Si l'objet de mon désir, la personne que j'aime, n'est qu'un reflet de mon propre potentiel inexploité, un simple prétexte à mon développement personnel, ça dévalorise complètement la rencontre. On n'est plus dans le désir de l'autre, on est dans un désir de soi-même à travers l'autre. Le désir, ce n'est pas qu'une boucle psychique interne, c'est aussi un élan vers le monde, vers quelqu'un qui existe en dehors de nous, avec sa propre complexité, sa propre ombre. Réduire l'autre à une pure projection, c'est lui refuser son altérité. C'est une forme d'égoïsme qui se pare de spiritualité. Je ne suis pas convaincu par cet argument, parce que le texte lui-même, il anticipe cette critique. Il ne dit pas que la relation doit rester au stade de la projection. Au contraire, le processus décrit, ce n'est pas de rester prisonnier du miroir, mais de le traverser. La projection est le point de départ, l'étincelle initiale, pas la destination. Le désir commence, nous dit le texte, par une projection et s'achève par une intégration. Il ne s'agit pas de nier l'autre, mais de comprendre que la force incroyable de l'attirance au début vient de cette résonance intérieure, de cette reconnaissance. C'est seulement après, une fois qu'on a compris ce que l'autre révélait en nous et qu'on a commencé à l'intégrer, que la véritable rencontre avec l'autre, dans sa réalité, peut enfin avoir lieu. Le dissident. C'est une belle construction théorique, j'en conviens, à une sorte de parcours initiatique en 2 temps. Mais cette vision mène à un autre point qui me semble problématique, ce concept de complétude, de réunification. L'objectif ultime que le texte décrit, c'est ce retour à une unité, une essence première. Chaque désir serait une étape de cette noble évolution vers un soi parfaitement intégré. Mais cette notion d'une unité originelle perdue qu'il faudrait retrouver, n'est-ce pas un mythe? Un mythe très puissant, très consolateur, mais un mythe tout de même. Rien ne prouve que la psyché soit à l'origine une entité unifiée cherchant à se recomposer. Elle pourrait tout aussi bien être, par nature, un champ de forces contradictoires, un chaos de pulsions irréconciliables qui ne trouveront jamais de véritable équilibre. Cette complétude est peut-être la plus grande illusion que le désir nous vend. Mais n'est-ce pas justement la douleur, l'intensité du désir qui prouve cette quête d'unité? Si nous étions fondamentalement fragmentés, pourquoi ressentirions-nous ce manque si profond, cette aspiration à être entière? Le texte est très clair. Nous ne cherchons pas seulement la satisfaction, nous cherchons la réunification. Cette force vitale, même quand elle fait mal, nous pousse à l'élargir nos frontières intérieures, à intégrer ce qui était caché. C'est une vision dynamique de la croissance. Le texte le résume parfaitement. L'adulte croit chercher l'amour, la psyché, elle, cherche l'équilibre. Ce n'est pas un état statique, c'est un processus constant d'équilibrage. Et le désir en est le moteur. Le dissident. Je vois les choses d'une autre manière. La douleur du désir ne viendrait alors pas de ce besoin d'intégration non satisfait, mais de l'impossibilité fondamentale, structurelle, d'une satisfaction pleine et entière. Dans cette optique, le désir ne serait pas une orientation vers un état d'harmonie future, mais la définition même de la condition humaine.
Une condition marquée par une tension permanente, un manque constitutif qui ne sera jamais comblé. Atteindre, mais un horizon qui recule à mesure qu'on avance, une illusion qui alimente la machine. L'insatisfaction ne serait pas un bug du système, mais sa fonction première. Le désir ne serait pas un chemin vers le repos, mais ce qui nous maintient en mouvement justement, parce qu'il ne peut jamais être pleinement satisfait. Ce n'est pas un guide vers la maison, c'est le vent qui nous pousse en pleine mer, sans garantie d'arriver à bon port. Bon, en résumé, je maintiens que le texte nous offre une grille de lecture extraordinairement constructive. Il nous propose de cesser de voir le désir comme un adversaire à maîtriser ou une faiblesse à combattre, mais de le considérer comme un allié à interroger. Cette écoute intérieure, cette simple question « Qu'est-ce que cela révèle en moi ?», a le pouvoir de transformer une quête potentiellement aveugle et répétitive en un chemin conscient vers l'intégration de soi. C'est une voie de révélation, exigeante, c'est vrai, mais profondément libératrice, le dissident. Pour ma part, je conclus que si cette perspective est effectivement riche et ouvre des portes, il faut se méfier de son optimisme qui peut être naïf. Il est absolument crucial de reconnaître la capacité du désir à nous illusionner, sa nature parfois chaotique, et d'accepter que sa finalité n'est peut-être pas une complétude apaisée. Sa finalité est peut-être simplement la tension elle-même, une tension qui définit notre existence sans résolution finale possible. La quête est peut-être tout ce qu'il y a. Nous pouvons sans doute nous accorder sur un point. Qu'il soit un guide fiable ou un piège potentiel, le désir nous force à nous poser des questions sur nous-mêmes. Et l'invitation principale du texte, au fond, c'est peut-être simplement celle-ci. Ne pas le réduire au silence, ne pas le fuir, mais l'accueillir et oser l'interroger, le laisser parler. Le dissident. En effet, la valeur réside peut-être moins dans la destination, qu'elle soit atteignable ou non, que dans ce que le texte nomme joliment le dialogue permanent entre celui qui aspire et celui qui comprend. Une exploration qui, comme le suggère la fin du texte, continue silencieusement de se révéler, qu'on arrive à destination ou non.